On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on fait le bilan de Bière et Saveurs, l'événement de Chambly, puis un nouvel événement Alcool et Saveurs qui va se tenir à la fin janvier. Mais d'abord, rencontre avec le député fédéral de Saint-Jean, Tariq Brahmi. À ce moment-ci de l'année, évidemment, on reçoit nos députés qui sont la plupart du temps en phase de rentrée parlementaire. La semaine dernière, c'était le cas avec Marie Bouillet et Dave Turcotte. Cette semaine, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Tariq Brahmi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Mais vous n'êtes pas encore techniquement en rentrée parlementaire parce que le premier ministre en a décidé autrement. Donc, la session, comme on dit, a été prorogée. Donc, vous avez comme un mois de plus à attendre avant de siéger à Ottawa. Exactement. Donc, on va reprendre le 16 octobre. Bon, est-ce que ça change quelque chose dans les faits pour votre planification parlementaire ou avez-vous des commentaires à émettre sur le fait que le premier ministre a décidé donc de proroger la session? Bien, au niveau des projets de loi que les ministres avaient déposés, donc le gouvernement avait déposé, c'est sûr que ce sont des projets de loi qui vont tomber à l'eau ou qui vont être pris à un autre stade s'ils étaient déjà rendus au stade du Sénat. Bon. Mais pour ce qui est, donc le gouvernement va devoir soit abandonner certains projets, soit les redéposer d'une façon, je dirais, à la phase initiale, à la première lecture. Et pour les projets de loi qui sont déposés par des députés, ça ne change rien dans l'évolution de ces projets de loi-là. Bon, parce que quand on dit que la session est prorogée, ça veut dire pour le commun des mortels qu'il y aura un nouveau discours du trône. Donc, le gouvernement aura l'occasion donc de déterminer et d'établir ou de peaufiner ses priorités pour la nouvelle session qui va commencer, là. Et d'ailleurs, on ne voit pas tellement ce qu'il va y avoir de nouveau par rapport à ce qui s'est fait depuis 2 ans. Et c'est pour ça qu'on questionne l'intérêt de proroger le Parlement à ce point-là, parce qu'on ne voit pas de nouvel élan, on ne voit pas de changement dans un sens qui serait dans le sens des Canadiens, finalement. L'élément le plus récent sur la scène fédérale, c'est sans contredit l'élection et l'arrivée de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada. On a senti que de part et d'autre, autant de la part du gouvernement conservateur et même de l'opposition du NPD, on a l'impression, et vous me corrigerez, mais que ça change un peu la stratégie. Il y a toujours l'attrait, la lune de miel. On a vu certains sondages également qui montrent que les libéraux performeraient mieux s'il y avait une élection demain. Mais l'élection n'est pas avant 2 ans. L'élection est à date fixe. En quoi l'arrivée de Justin Trudeau vient-elle changer la donne à Ottawa? Bien, je dirais que c'est toujours difficile de lutter contre un nom, parce que Justin Trudeau a un nom, le nom de son père. Maintenant, nous, on a un chef qui est Thomas Mulcair, qui, lui, a de l'expérience et a une crédibilité, parce qu'il a déjà été ministre au niveau ici au Québec. Donc, à un moment donné, en 2015, les Québécois auront le choix entre 2 personnes différentes. Et moi, je pense qu'ils vont plutôt choisir l'expérience et quelqu'un de vraiment solide en termes de ce qu'il propose. Est-ce que votre chef doit améliorer ou peaufiner certains aspects de sa personnalité, de sa façon de communiquer? Qu'est-ce qu'il doit faire au cours des 2 prochaines années pour s'établir comme un premier ministre en attente? Bien, je pense qu'au niveau de l'expérience et du leadership, je pense qu'il n'a pas grand-chose à améliorer. Maintenant, il faut qu'il aille à la rencontre des Canadiens et des Québécois en particulier. Et ça, c'est un défi pour tout chef de parti, c'est évident. Bon. Évidemment, il y a un sujet qui a façonné la politique québécoise depuis à peu près une semaine, c'est l'arrivée et la présentation du projet de charte des valeurs québécoises du gouvernement de Mme Marois. Évidemment, c'est un dossier qui se tient au Québec, mais veut pas quand on fait de la politique, même au fédéral, et on a vu même encore aujourd'hui, je voyais le ministre Denis Lebel qui était appelé à commenter ce dossier-là, qui techniquement encore, c'est même pas une loi, c'est même pas adopté, donc c'est difficile de pouvoir élaborer davantage. Mais évidemment, dans votre situation, vous êtes un immigrant, donc... Et vous êtes, né en France, mais de parents marocains, c'est bien ça? Algériens, pardon. Donc, de quelle façon voyez-vous l'arrivée? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que c'est nécessaire? Quelles sont vos premières impressions sur le projet du Parti québécois? Bien, déjà, comme vous l'avez rappelé, c'est un projet de loi qui est au niveau provincial. Habituellement, au NPD, on essaye, surtout au Québec, on essaye de ne pas faire d'ingérence dans les dossiers provinciaux dans la mesure du possible. Sauf que là, c'est un dossier qui va au-delà de la compétence provinciale parce que
c'est un dossier qui s'attaque directement aux droits de la personne. Donc, le gouvernement provincial déborde de ses compétences en attaquant directement des choses qui sont à la base de notre vie en société au Canada et dans toutes les provinces. Parce qu'on a vu la réaction de votre chef, Thomas Mulcair, qui était assez virulente. Absolument. Et c'est principalement, je pense que la position du NPD et puis de notre chef, c'est assez clair, c'est qu'on n'est pas opposé à rappeler des choses qui sont évidentes comme l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que c'est dans la Constitution, c'est dans toutes les lois. Toutes les lois canadiennes rappellent ce principe-là. Il n'y a pas une loi canadienne qui va à l'encontre de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il ne s'agit pas non plus, comme je l'ai entendu récemment, une citoyenne qui me disait, par exemple, elle me dit comment ça se fait que parce qu'elle sait que notre bureau fait des passeports, parce qu'à Saint-Jean, on n'a pas de bureau de passeport, donc c'est toujours mon bureau qui fait des passeports. Comment se fait-il qu'une femme musulmane a le droit de prendre une photo pour son passeport complètement voilé et qu'on ne voit pas son visage, alors que nous, on n'a pas le droit de sourire. Et encore une fois, c'est faux, c'est absolument faux. Je ne sais pas qui a inventé ça, et il n'y a absolument pas de privilège pour les femmes musulmanes de se présenter, ce qui serait absurde, une photo avec un voile. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'est pas opposé, rappeler des principes de base, mais il y a le point numéro 3, qui porte spécifiquement sur les sigles religieux ou les signes religieux qui sont appelés ostentatoires. Alors, qu'est-ce que c'est ostentatoire? À partir de combien de centimètres une croix est ostentatoire? Ça, c'est tout un débat. Mais en ce qui concerne les signes religieux, on voit que ce n'est pas une charte de valeurs, ce n'est pas une charte sur la laïcité, c'est vraiment une charte sur les symboles. Et comme l'a dit mon chef Thomas Mulcair, on ne peut pas accepter au NPD qu'une personne va perdre son emploi, par exemple, d'infirmière ou d'éducatrice parce qu'elle porte un bout de tissu sur la tête. C'est contraire au bon sens. Le gouvernement de Mme Marois semble beaucoup s'inspirer de ce qui s'est fait ces dernières années en France, un pays que vous connaissez bien. Est-ce que c'est un modèle à suivre? C'est une catastrophe. La façon dont la France a géré son immigration depuis les années 1970, on va dire, on pourrait prendre par exemple comme point de repère 1974, qui a été l'élection du président Giscard d'Estaing et qui a correspondu à une augmentation de l'immigration en France. Si on prend depuis 1974, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un pays en Europe qui a aussi mal géré son immigration et l'intégration de ses immigrés que la France. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques années avec les explosions de violence. On l'a vu avec des voitures qui brûlaient certaines nuits, plus de 1000 voitures dans la nuit. Donc, l'exemple de la France, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre parce que la gestion a été catastrophique et elle l'est toujours catastrophique. Mais quand on dit, et je lisais d'ailleurs dans la presse ce matin, un immigrant marocain qui se montrait à la fois d'accord avec le principe, il dit, nous, dans le fond, on émigre ici justement parce qu'on veut fuir des pays dont la gouverne est très souvent influencée par l'islam, et on s'en vient ici justement et on n'a pas de problème avec ça. Donc, il n'y a pas aussi deux discours, même de la part des immigrants eux-mêmes, qui dans certains cas s'en viennent ici et sont tout à fait à l'aise à vivre dans une société laïque? Absolument. Il y a dans chaque catégorie de la population, il y a des gens qui vont être pour et des gens qui vont être contre. C'est vrai chez les catholiques, c'est vrai chez les musulmans, c'est vrai chez les sikhs, chez les juifs. Donc, on ne peut pas généraliser. Maintenant, il y a une mesure en particulier, cette mesure numéro 3 de cette charte-là, que nous, on considère comme étant particulièrement je dirais, électorale, qui est une manœuvre électorale et qui, en vérité, ne va pas résoudre de problème. Quand le gouvernement dit l'État est laïque, il faut que ses représentants, donc ses fonctionnaires, le soient aussi dans leur apparence. Et c'est là que vous avez un problème? Mais c'est parce que l'État est laïque, mais les gens qui constituent l'État, qui travaillent pour l'État, ont le droit d'avoir leur pensée religieuse, leur croyance religieuse. Et on ne peut pas demander à quelqu'un, sous prétexte qu'il travaille pour l'État, de changer ses croyances. Ça, c'est contraire, je dirais, c'est contraire à l'intelligence et en plus, c'est contraire aux règles de droit qu'on a ici au Canada. Évidemment, je pense que ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on va parler de ce sujet. Ça va probablement façonner la prochaine session parlementaire à Québec et ça va déborder, évidemment, du côté d'Ottawa. Si on revient maintenant à la scène fédérale et, entre autres, aux dossiers locaux ici,
Quelles sont pour vous les priorités que vous désirez mettre de l'avant au cours de cette prochaine année? Est-ce qu'il y a des irritants, des dossiers particuliers qui touchent les citoyens du comté de Saint-Jean que vous désirez pousser à la Chambre des communes? Bien, il y a un dossier qui est particulièrement irritant, c'est le fait que de plus en plus, dans la vision du gouvernement, les entreprises doivent faire leur autorégulation. Et là, je parle de la catastrophe du lac Mégantic, et d'ailleurs, on a tous été consternés de voir le nombre de morts et la catastrophe qui a été générée. Parce que le principe de ce gouvernement-là, du gouvernement conservateur, c'est de dire on va faire confiance aux entreprises pour s'auto-réguler. Donc, on a appris récemment qu'il y a probablement un problème d'étiquetage, c'est-à-dire que des produits qui n'auraient pas dû se retrouver dans ce type de wagon-là ont été étiquetés d'une façon erronée. Alors, est-ce que c'est fausse ou est-ce que c'est frauduleux? Ça, c'est un autre débat. Mais on ne peut pas demander à un étudiant de mettre ses notes lui-même. Donc, de la même façon, on ne peut pas demander à une industrie de se contrôler elle-même, et c'est vrai dans l'industrie alimentaire, c'est vrai dans le transport des matières dangereuses. Cette philosophie qu'a le gouvernement conservateur de demander à des entreprises de s'auto-réguler et de s'auto-contrôler, ça ne fonctionne pas. Ouais, d'autant que la voie ferrée de la MMA passe dans le comté, donc ça nous concerne tous. Ouais. C'est ça, la voie ferrée de la MMA s'arrête ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sinon, au niveau militaire, collège militaire, base militaire, est-ce qu'il y avait des requêtes particulières ou est-ce qu'on est dans les opérations courantes et tout va bien? Bien, au niveau du collège militaire, on va redire la même chose. Moi, ce que je souhaite à titre personnel, c'est un retour de la partie universitaire du collège militaire, mais ce que je pense, c'est que le gouvernement actuel n'a pas l'intention de faire ça. Donc, moi, à mon avis, ça ne se fera qu'en 2015 si nous, au NPD, on est capable de prendre le pouvoir. Après, toutes les autres spéculations et tous les autres engagements que peuvent faire certaines personnes à d'autres niveaux de gouvernement que fédéral, ça vaut ce que ça vaut. Je sais aussi, il y a certaines entreprises agricoles qui se plaignaient de la lenteur du gouvernement à émettre des visas pour les travailleurs étrangers. Ça semblait créer problème aussi. Ça, c'est un problème qu'on a rencontré cet été. C'est un problème qui est dû qui est principalement à la grève qu'il y a eu justement auprès des agents de l'immigration qui sont dans toutes les ambassades à travers le monde. Et on a eu de gros problèmes aussi principalement pour faire venir des gens pour l'international de Montgolfière. Ça a été vraiment à la dernière minute qu'on a réussi à faire venir les photographes pour cet événement. Bon, dernière question. Vous semblez avoir bonne mine. Oui. Je sais que vous vous êtes absenté le printemps dernier pour des incidents de nature cardiaque. Là, vous semblez... Un infarctus en l'occurrence. Et je dois féliciter tous les services et les médecins de l'Institut de cardiologie de Montréal qui font des miracles. Vous avez échappé? Oui, absolument. Et je pense qu'ils font vraiment des miracles. Et la technologie est rendue à un niveau qui est impressionnant. Et on peut être fier d'avoir au Québec et à Montréal en particulier des médecins qui sont d'un niveau vraiment international et qui sont capables de faire justement des interventions qui sont de moins en moins intrusives et qui permettent de récupérer des situations qui, il y a une dizaine d'années, auraient nécessité peut-être des pontages ou des choses comme ça, alors que maintenant, il y a des techniques beaucoup moins intrusives. On va vous souhaiter une bonne rentrée parlementaire et une bonne santé. Merci beaucoup, M. Latour. Bonne journée. Reste avec nous, puisqu'au retour, on fait le bilan de l'événement Bière et Saveurs qui se tenait à Chambly il y a quelques semaines à peine. Quand on est à la période de fin août, début septembre, il y a toujours cet événement qui est rendu grandiose et
et qui est grandement fréquenté, c'est bien sûr l'événement Bière et saveurs qui se tient à Chambly. Pour parler de l'événement, faire le bilan, mais parler aussi de l'avenir et des autres projets avec nous, le directeur général de Bassin en Fête, Patrick Fortin. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, Éric. C'est rendu un événement incontournable parce que, bon, moi, je travaille à Montréal à tous les jours, mais j'habite la région et dans la semaine qui a précédé l'événement, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont dit « Ah, moi, en fin de semaine, je m'en vais à Chambly parce que c'est l'événement Bière et saveurs ». Donc, je ne sais pas, avez-vous compté le nombre de personnes, le nombre de visiteurs approximatifs? Cette année, 45 000 personnes sur 4 jours, dont 3 jours de nuages et de pluie. Fait que c'est quand même très intéressant pour cette édition. Est-ce que c'était la meilleure édition ou l'une des meilleures ou est-ce qu'à chaque année, on franchit une étape? C'est une des meilleures. L'an dernier, ça avait été la meilleure avec à peu près 50-52 000 personnes. Il avait fait soleil pendant les 4 jours. Ouais. Fait que quand on regarde ça, 45 000 personnes sur une journée de soleil, qui a seulement été le dimanche, c'est incroyable. On en a profité pour battre un record d'une journée. Le dimanche, avec 21 000 personnes cette année. L'année passée, le record absolu était 18 000 pour une journée qui était le samedi. Donc, on est en bonne voie. Bon, est-ce qu'on réussit à absorber le flot de personnes et de circulation? Parce que parfois, quand on regarde certains événements, bon, je prends l'exemple des Montgolfières, quand on a une journée à 75 000, ça paralyse la ville. Quand je regarde à Saint-Tite, où il y a 700 000 personnes en 2 semaines qui vont là, dont 9 000 motorisés, on se dit, la ville n'est pas faite pour ça. Quand on a 18 000 personnes à Chambly, ça a l'air de quoi? Bien, c'est assez chargé, c'est assez congestionné. On a travaillé beaucoup là-dessus cette année au niveau des navettes, des stationnements incitatifs, au niveau de l'efficacité de nos billetteries. Le samedi, on a eu à peu près 11 000 personnes. Ça a bien été. Pour nous, c'était un test. Mais le dimanche, avec 21 000 personnes, ça a été assez difficile. J'ai vu des failles qu'on va corriger pour l'année prochaine au niveau des billetteries puis de l'affichage, parce qu'il y avait encore des attentes d'environ 1 heure, 1h30 d'attente, ce qui est quand même très bien par rapport à l'année dernière, compte tenu qu'on a quand même atteint 21-22 000 personnes pour le dimanche cette année. Mais ça circule quand même assez bien. Pour l'année prochaine, l'édition 2014, on devrait rajouter des navettes, des stationnements incitatifs. On travaille avec Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres, pour essayer d'avoir une navette et stationnement incitatif avec Saint-Jean, du côté de Carignan, du côté de Richelieu aussi. L'idée, c'est d'amener une fluidité dans la circulation. Donc, qu'on emmène des autobus plutôt que d'avoir un lot d'automobilistes individuels. Là. Qu'est-ce qui fait que l'événement est devenu aussi attrayant, à la mode? Je ne sais pas. Moi, c'est les commentaires que j'entendais beaucoup cette année. À chaque année, on en entendait beaucoup parler, mais moi, dans mon entourage, j'en ai entendu beaucoup plus parler cette année que les autres années. Bière et saveurs a fêté ses 12 ans cette année, mais depuis 12 ans, c'est vraiment préoccupé de vouloir être le festival de dégustation de bière. Ouais. Le premier festival au Québec. Et le fait d'avoir un choix très varié de microbrasseries, cette année, on avait 46 brasseries. Ça fait de nous le festival de bière où on retrouve le plus grand nombre de microbrasseries québécoises. Ce qui fait que les gens qui adorent la bière peuvent avoir accès à plusieurs nouveautés, plusieurs types de bières, plusieurs microbrasseries. Puis c'est ce qui fait vraiment la particularité de bière et saveurs. À ça, on a rajouté avec le temps des vignobles et des cidreries. Donc, les gens qui n'aiment pas beaucoup la bière peuvent quand même encourager des produits du terroir au niveau des alcools du terroir. Cidre, vignoble et ce qu'on appelle les alcools de petits fruits. Puis, on rajoute à peu près 35 exposants de nourriture ou restaurants ou agroalimentaires. Ce qui fait que, avec le site enchanteur du Fort Chambly, ça devient un endroit agréable où on peut relaxer, on peut découvrir des produits, on peut vraiment déguster des produits du terroir. Puis pour les amateurs de bière, c'est l'endroit idéal pour ça. Donc, on présume que l'événement sera de retour l'an prochain à la Fête du Travail, bien évidemment, pour la 13e édition. Mais au travers le temps, il y a aussi d'autres projets qui sont dans l'air. Bien, on a profité de Bière et saveurs pour lancer l'événement Alcool et saveurs. Alcool et saveurs sera un événement hivernal qui aura lieu le 31 janvier, 1er, 2 février prochain, en 2014.
Je vous dirais que c'est une demande aussi bien des exposants que des festivaliers. Les exposants voulaient avoir un endroit, une tribune, un festival pour pouvoir exposer leurs produits durant l'hiver, là où il y a moins d'événements de ce genre. Et les festivaliers aussi essayaient encore une fois de décrocher du temps des fêtes ou de l'hiver. Donc, on arrive avec le concept alcool et saveurs où on veut mettre de l'avant les produits d'alcool fort. Les produits d'alcool fort qui incluent aussi bien les vignobles avec les vins de glace, les cidreries avec, non pas les cidres de glace, parce qu'il y a déjà un événement à Rougemont, mais plutôt avec les whiskies de pommes, avec les brandés de pommes. On va travailler avec les microbrasseries qui ont des bières fortes, des bières d'hiver, et aussi avec des produits de l'extérieur, des scotch, des whiskies. Donc, on aura des bars à scotch whisky, à Porto, des bars à cocktails. C'est une nouvelle tendance au niveau des alcools forts et on veut être les premiers à développer ce marché-là. Puis c'est à Chambly qu'on va pouvoir le tester et goûter en janvier prochain. Je vous écoute, on a presque hâte qu'il y ait de la neige. Oui. Non, mais tu sais, j'essaie d'imaginer le contexte. Toujours au Fort Chambly? Toujours dans le coin du Fort Chambly. Avec la neige et tout ça. Et dans une ambiance de prohibition. Fait que bière et saveurs est plus dans une ambiance de Nouvelle-France, mais alcool et saveurs sera dans une ambiance de prohibition, les années folles, les années 20. On veut travailler avec l'hiver, on veut travailler avec la noirceur aussi. Donc, on prévoit un spectacle de lumière le soir, des vendredis et samedis de cette fin de semaine-là. Est-ce que l'événement Alcool et saveurs, donc fin janvier, début février, se trouve un peu à remplacer la case horaire que vous aviez des hivernales de Chambly? Ou est-ce que ça demeure, ça? Non, absolument. Non. Ça remplace les hivernales. Comme vous savez, on avait pris la décision en début de cette année de ne plus revenir avec l'événement. C'est complètement différent parce que les hivernales, c'est un événement familial et compte tenu du fait qu'il y a une offre touristique et même une offre d'événements familiales beaucoup plus qu'avant, aujourd'hui, dans à peu près toutes les municipalités, offrent des activités hivernales pour la famille. Et là, vous n'avez pas à vous soucier à savoir s'il y a de la glace ou s'il n'y a pas de glace. Là. Il y a ça. Ça, c'est un gros problème aujourd'hui dans les carnavals d'hiver. On l'a vu ici à Saint-Jean avec le hockey d'antan. C'est ça. Où pendant 2 années, l'événement est annulé parce que l'état de la patinoire n'est pas au rendez-vous à cause des redoux. Exactement, parce que le 31 janvier, 1er 2 février, c'est une période où il peut faire soit moins 35 avec le vent, ou il peut faire 5 degrés avec de la pluie. Ouais. Donc, nous, c'était un des problèmes avec les hivernales. Puis avec alcool et saveurs, on va essayer de se protéger avec des dômes, des chapiteaux. Peu importe ce que sera la météo. Exactement, on va s'ajuster en conséquence. Bon. Et qu'advient-il de la grenouille en fête au mois d'avril? On sait que là aussi, vous avez été un peu malchanceux. Ouais. Là, c'est pas la pluie ou le soleil, c'est le niveau de l'eau qui vient un peu contrecarrer. C'est ça, avec les problèmes des inondations de 2011. Quand on s'était vu, je pense qu'on devait un peu étudier. Oui. On est encore là-dessus. On attend. On a eu des recommandations actuellement. On doit se pencher là-dessus. On comprendra que avec bière et saveurs, toutes nos énergies ont été mises là-dessus durant l'été. On attend encore quelques recommandations. Et je vous dirais qu'en janvier, on devrait arriver avec une décision à savoir si on revient ou non avec la grenouille en fête. Parce qu'en même temps, c'est un événement qui a existé pendant nombre d'années. 37 ans. À l'exception de quoi? 3 annulations? 4 dans les 8 dernières années. Oui. C'est ça le problème. Fait que l'élément déterminant pour vous, ça va être la recommandation à l'égard des études par rapport au niveau de l'eau. Hein. C'est le niveau de l'eau qui est l'élément. C'est le niveau de l'eau parce qu'à cause des inondations de 2011, le parcours de la descente de la grenouille, des grenouilles du moins, a été le lit de la rivière a changé. A changé, ce qui fait que c'est beaucoup moins sécuritaire. Puis les années où on a annulé, dans les dernières années, c'est parce qu'il y avait moins de précipitations de neige l'hiver et de pluie l'automne. Ce qui fait que quand on arrive dans la crue, il y a moins d'eau, donc moins de hauteur des eaux dans la rivière Richelieu à ce niveau-là. Mais là, on est en train de voir s'il n'y a pas vraiment des dommages qui fait que même qu'il y ait beaucoup de neige ou non, il se peut que cette trajectoire-là qui nous emmène vers le fort Chambly, où il y a beaucoup de roches, il faut vraiment se pencher là-dessus pour s'assurer au niveau de la sécurité des gens
ça soit pas problématique et pas dangereux pour eux. Donc une grosse décision à prendre début 2014. Donc, janvier, décision sur l'avenir de la grenouille en fête qui est organisée par le bassin en fête. Sinon, il y a alcool et saveurs, donc nouvel événement présenté le 31 janvier, 1er et 2 février. Et sinon, la 14e édition de Bière et saveurs en septembre 2014. Version améliorée. Version améliorée. Merci beaucoup. Merci, Éric. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. Pour obtenir de l'information sur les activités et les ateliers du Centre de femmes du Haut-Richelieu, vous avez les coordonnées à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et n'oubliez pas, évidemment, notre télébingo en direct tous les dimanches matins à 9h30 avec 3 500 $ en prix à chaque semaine et une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur le territoire. On est là demain. Bye-bye.